Radioscopie. Radioscopie. Emmanuel Todd. Jacques Chancel. Au commencement de notre émission, aujourd'hui, il y a un pamphlet, un titre, La chute finale, un essai sur la décomposition de la sphère soviétique. Ce pamphlet, j'appelle cela pamphlet, vous me direz tout à l'heure si j'ai raison, Emmanuel Todd, vous l'avez écrit, c'est très dur, c'est un livre tout à fait inhabituel, on peut parler d'antisoviétisme, on peut dire également qu'il n'est pas du tout réactionnaire, parce que à partir du moment où on dit antisoviétique, on peut penser que c'est immédiatement penché de l'autre côté. Vos conclusions sont précises, et vous les voulez, je crois, sans appel. Vous dites, ce n'est pas le capitalisme occidental qui touche à sa fin, mais plutôt le régime soviétique. Or, dès le départ, Emmanuel Todd, je crois qu'il est important que je dise que vous avez 25 ans, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, vous avez une maîtrise d'histoire à la Sorbonne, et vous avez un doctorat d'histoire à l'Université de Cambridge. Alors, tout d'abord, Emmanuel Todd, pourquoi, à cet âge, à 25 ans, mais tout est permis à tous les âges, avez-vous écrit un livre comme celui-là? Écoutez, je ne sais pas, à 25 ans, effectivement, je veux dire, on tolère très bien que des gens de 25 ans fassent de la musique, des mathématiques ou du roman. Il est effectivement plus inhabituel de voir des historiens de 25 ans, historiens ou sociologues d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait une grande différence, écrire des livres sur un sujet aussi important et sérieux que l'Union soviétique. Je crois que les gens ont raison d'être surpris. L'histoire est une discipline cumulative, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il faut un certain temps et délai d'accumulation du savoir avant d'être soi-même capable de produire. Cela dit, je ne sais pas quelle est la réponse en ce qui me concerne. Je travaille beaucoup, je lis beaucoup, et mon tort est sans doute de lire des livres d'histoire comme d'autres lisent des romans. C'est une question de goût personnel. Non, vous avez raison de dire qu'on peut être surpris, mais vous avez également raison de prolonger votre phrase en disant que vous avez le droit, car je ne vois pas pourquoi des jeunes n'écriraient pas des livres pensés. Et au contraire, c'est très beau et très bien de voir qu'à cet âge-là, on puisse parler d'autre chose. Mais quand même, la question est posée, parce que le livre, d'abord, la chute finale. Hein. Bon, c'est bien la lutte finale, la chute finale. Absolument. Ça peut être un mauvais ou un bon calembour. Mais quand même, vous empruntez immédiatement. Oui, Ça ne vous gêne pas, la chute finale? Non, pas du tout. C'est un renversement de la perspective. C'est vrai qu'on est habitué à prédire la chute du capitalisme. Moi, je pense personnellement que l'heure est arrivée de prédire la chute de l'autre système. Cela dit, vous avez posé la question tout à l'heure, savoir si c'était un pamphlet ou non. Oui. Le titre dit « essai ». Je pense qu'il y a certainement dans ce livre des jugements de valeur. Non, bien je sûr. préfère pamphlet à essai. Vous mettez-vous essai, mais je pense que c'est un pamphlet. Mais je ne sais pas, il parce tombe que sur un essai. moi, j'ai vraiment travaillé sur ce livre en historien. Je veux dire, avant de faire ce livre, j'ai fait une thèse sur un tout autre sujet, qui est une étude comparative sur des communautés paysannes françaises, suédoises, italiennes au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé de façon différente. Et en ce qui concerne les communautés paysannes du XVIIIe siècle, on n'a pas dit c'est un pamphlet. Il est vrai que dans ce livre, il y a des jugements de valeur, et je ne me suis pas interdit de dire ce que je pensais sur le plan moral du système soviétique en passant, mais j'ai l'impression de ne jamais avoir essayé de faire passer un jugement de valeur pour un raisonnement. C'est-à-dire que l'aspect raisonnement, logique, est, je pense, toujours distinct de l'aspect jugement moral. Lorsqu'on écrit Emmanuel Todd, la chute finale, il peut y avoir à l'origine des réflexes, ou un réflexe de lucidité, ce qui est bien possible, ou également un réflexe de peur, la peur du communisme. Non, moi j'ai pas peur. Moi, je sais l'histoire du communisme est quelque chose qui était, je crois, grandiose, qui a été terrible. Je pense que c'est une terrible erreur et que des dizaines, des centaines de millions de personnes sont morts à cause de cette erreur, on ne sait pas. Moi, personnellement, je dois dire que, malgré tout ça, le communisme soviétique en particulier me fait plutôt rire. Et ne me paraît pas du tout terrifiant. C'est l'inconnu qui terrifie. À partir du moment... Cela va jusqu'au rire. Jusqu'au rire. Oui, moi je me suis beaucoup amusé en écrivant ce livre. Et, des gens m'ont dit que ce livre était amusant. Je crois pas que ce soit parce que j'ai un sens de l'humour. Amusant. Il est intéressant, il doit être lu parce qu'il est intéressant et parce qu'il pose des questions, même pour ceux qui se sentiront froissés et même visés, et même peut-être déchirés par ce que vous dites.
Oui, mais je crois qu'il y a dans le système soviétique, bon, on s'en rend compte maintenant, est né d'une erreur. Je veux dire, c'est un système qui est quand même le produit d'une idéologie. Enfin, je pense que le rôle de l'idéologie dans le système soviétique n'est pas ce qu'on croit, mais il est le produit d'une idéologie, d'une erreur, et par conséquent, il fait toute l'organisation de la société soviétique, née de cette erreur, est curieuse, bizarre. On a sans arrêt, il y a une espèce de logique démente, de résistance à des phénomènes sociaux naturels, des phénomènes sociaux qu'on connaît en système occidental, libéral, capitaliste, enfin on peut l'appeler comme on veut. Il y a cette espèce de résistance de l'État et d'agression générale de l'État contre tous ces phénomènes naturels, qui font, au-delà de l'horreur, toujours surgir le rire, je crois. Mais Emmanuel Todd, peut-on parler chez vous d'une haine retenue? Pas longtemps retenue, parce qu'à 25 ans, on n'a pas eu le temps d'avoir beaucoup de haine. Mais j'aimerais savoir qui vous êtes. Non, je ne suis pas très obsédé par le communisme. En fait, la plus grande partie de mon existence, je l'ai passé à travailler sur d'autres sujets. Ce qui m'a donné envie de travailler sur la sphère soviétique, c'est bon, d'abord un voyage en Hongrie, pas cet été mais l'été d'avant, où j'ai trouvé une société qui m'a paru essentiellement normale, bon, derrière le rideau de fer bien sûr, mais reproduisant à quelques détails près, avec 10 ou 15 ans de retard, les mécanismes sociaux auxquels on est habitué dans le monde occidental. Enfin, vous pensez, parce que vous avez visité la Hongrie, que la Hongrie est un pays satellite, que petit à petit, tous les pays satellites seront comme la Hongrie, et qu'ensuite la Russie sera bien obligée d'être comme ces pays-là, et de venir du côté du capitalisme. C'est ce que vous pensez? Non, je crois que effectivement, tous les pays satellites devraient être ou sont poussés dans une direction hongroise, même si ça prend des formes très différentes sur le plan politique. Cette évolution, c'est essentiellement hausse du niveau de vie dans des sociétés qui ne sont pas très brillantes, assez dictatoriales, inégalitaires, mais quand même hausse du niveau de vie, création de sociétés complexes, stratifiées, le genre de société auquel on est habitué, alors que l'URSS, actuellement, reste une société tout à fait sous-développée, où la consommation est stationnaire d'une façon curieuse, puisque c'est stationnaire dans un environnement très bétonné, avec des barrages, des fusées, une façade moderne, et puis stagnation de la consommation. Je ne suis pas certain que l'URSS puisse faire une réforme économique à la hongroise. Il y a toutes sortes de facteurs que j'analyse dans le livre, facteurs géographiques, la taille de l'URSS qui paralyse, facteurs politiques, les dirigeants soviétiques ont peur de la réforme. Ils n'ont pas une armée rouge étrangère qui assure la stabilité sociale de leur système. Donc je pense que tous les facteurs qui poussent les démocraties populaires, les satellites à l'expansion économique, retiennent l'URSS dans l'immobilisme politique et la stagnation économique. Alors Emmanuel Todd, lorsque on établit un tel constat, on ne peut pas s'empêcher de poser des questions. Alors, les questions qui viennent tout de suite à l'esprit sont celles-ci. D'où venez-vous? Quelle est votre famille? Quelle est votre formation universitaire? Vous l'avez un peu dit, mais surtout votre formation de départ. Et puis, que souhaitez-vous? Qu'attendez-vous de la vie? Mais d'abord, quelle est votre famille? D'où venez-vous? Ma famille? Todd, ça a quelque chose à voir avec Olivier? Oui, Olivier Todd, c'est mon père. Et puis, si on fait... Vous avez déjà de la chance d'avoir un père comme celui-là. Oui, j'ai de plus un grand-père qui s'appelle Paul Nizan. Oui, vous avez un grand-père. Donc, vous avez déjà une tradition familiale qui vous entraînait à la littérature, qui vous entraînait du moins à expliquer ou à commenter les choses et à prendre parti. Oui, enfin, oui, enfin, on est intéressé par les problèmes politiques dans la famille. Cela dit, bon, Paul Nizan, il était romancier et philosophe. Mon père est romancier et journaliste. Moi, je me considère vraiment comme historien et depuis l'âge de 10 ans, je veux faire de l'histoire. C'est-à-dire que vous voulez déjà vous démarquer complètement de votre grand-père et de votre père? Non, pas du tout. C'est un peu, parce que vous avez dit, lui, Nizan était philosophe, mon père est journaliste, je suis historien. Journaliste, et votre père est romancier. Oui. Bien sûr. Non, je ne cherche pas à me démarquer, simplement le genre de problèmes et de situations auxquels Nizan a été confronté était tout à fait différent. C'était l'avant-guerre, c'était une époque... Bon, Nizan était communiste, on sait qu'il a rompu avec le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique. Je ne suis pas du tout obsédé par ces problèmes. Je veux dire, c'est les problèmes de l'époque. J'ai beaucoup de respect pour Paul Nizan, romancier, je n'aime pas tous ses romans, certains seulement. Vous avez beaucoup d'estime pour le grand-père, quand même. Oui, tout à fait. Vous confondez le grand-père et le romancier et le philosophe? Parce que vous dites Paul Nizan, vous ne dites pas je mon sais pas, moi j'ai une grand-père. vision... non, je ne l'ai pas connu, il est mort en 40, moi je suis né en 1951. N'importe, on peut dire quand même mon grand-père. Cela dit, j'ai une vision très différente, enfin je vois Paul Nizan très différemment de la façon dont les gens de mon âge, les jeunes Français le voient, puisque moi j'ai la vision familiale. On a
ce qu'on appelle dans la famille les nizanistes et les nizanologues, c'est-à-dire les gens qui ont travaillé sur Nizan, ont imposé une image très curieuse, une espèce de loup solitaire, affrontant la bourgeoisie française, les conventions de son époque, puis le Parti communiste français. Moi, j'ai une vision tout à fait différente. Je veux dire, je sais que Nizan est un type qui avait de l'humour, qui était marrant, qui a vécu toute sa vie, non pas solitaire, mais avec ses beaux-parents, dans une grande maison de la banlieue parisienne, avec toutes sortes de gens de la famille, avec toutes sortes de visites de copains, une véritable ménagerie d'animaux. J'ai pas du tout la vision de Nizan, loup solitaire. Enfin, c'est pas du tout ça. Mais vous avez une vision plus exacte, c'est celle de votre père, d'Olivier Todd. Oui. Alors vous êtes-il imprégné, vous êtes-il entraîné sur ces chemins difficiles de l'écriture? Non, je pense... Enfin, oui, non, bon, il y a eu évidemment beaucoup d'influence sur moi, de même que ma mère a eu beaucoup d'influence sur moi, sur le plan intellectuel. Mais sur le plan d'écriture, je dirais pas. J'ai été influencé, bien sûr, parce qu'il y a dans la famille une espèce de contact quand même avec l'Angleterre, la tradition anglo-saxonne. Oui, philosophique anglo-saxonne, qui est de refus de la phrase pour la phrase ou du mot pour les mots. Enfin, l'idée au fond, l'idée que ce n'est pas parce qu'on aligne des mots que la phrase qui en résulte a un sens. Et j'étais influencé par ça. Bon, je suis parti à Cambridge faire des études, c'est pas un hasard. Mon père aussi était à Cambridge pour faire tout à fait autre chose. Lui, il a fait là-bas de la philo. Bon, moi, j'ai fait de l'histoire. Donc, il y a certainement une influence, c'est sûr. Cela dit, on a des tempéraments très différents. Je veux dire, lui, bon, il est romancier, journaliste. Et vous êtes historien. Et je suis historien, et je suis plus de formation scientifique. Enfin, j'ai fait ma TLM, et je suis plus de tempérament scientifique. Et puis, il y a comme un combat quand même chez vous. Votre grand-père était communiste, et vous ne voulez pas l'être, et vous ne comprenez pas qu'il ait pu l'être. Ah si, très bien, je comprends. Si, je comprends très bien. Quand j'étais gamin, c'est-à-dire, bon, maintenant j'ai 25 ans, c'est-à-dire quand j'avais 16, 17 ans. On est gamin à quel âge? Ah oui, je sais pas, c'est difficile de dire. J'étais, comme tout à chacun, membre des jeunesses communistes, des étudiants communistes, du Parti communiste, enfin j'ai fait tout le lot. Et vous avez rompu à quel moment, là? À quel âge? Je sais pas, 19 ans ou 18 ans, je me souviens plus. Il y a 5 ans, quoi. 6 ans, oui, ça me paraît très très loin et c'est... Et c'est très près. Oui, c'est très près dans le temps, intellectuellement ça me paraît très loin. Je pense que c'est une expérience intéressante. Je veux dire, en voyant la chose, ça fait pas très peur, hein, c'est très... Cela dit, bon, c'est un passage adolescent. Mais vous savez, Emmanuel Todd, on travaille souvent dans ce monde d'aujourd'hui en images d'Épinal. Alors, dès lors que l'on a quitté l'une des rives, on est forcément sur l'autre. Alors, comme vous attaquez la gauche, c'est-à-dire le communisme, on pourrait penser que vous êtes devenu homme de droite. C'est un livre qui traite... Bon, quand on est historien, et je me considère avant tout comme un historien... On fait des constats. On règle des problèmes historiques particuliers. C'est-à-dire que les gens, les historiens ou les philosophes de l'histoire de grande envergure qui prétendent d'un coup régler le sort du monde sont assez rares et ont du mal. Vous le réglez, vous, un peu, là, hein? Une partie du monde bien précise, un problème précis, la sphère soviétique. Cela dit, il serait fou de croire, effectivement, vous avez raison, l'idée qu'on peut prédire l'effondrement ou le pourrissement de la sphère soviétique sans tenir compte du genre de conséquences que ça aurait pour la société française ou pour la vie politique française, ça serait fou. Bien sûr, ça a des conséquences. Si les historiens communistes se sentent visés, éprouvent le besoin de répondre aux gens qui font une interprétation incorrecte du système féodal, il est évident que si on fait une interprétation qui ne plaît pas de l'évolution de la sphère soviétique, ça va toucher aussi. Vous pensez dire, par exemple, du système soviétique, dans ce monde d'aujourd'hui, qu'il est un système féodal, doit comme hérisser quelques poils. Car ce que personne n'imagine, vous, Emmanuel Todd, vous l'annoncez, puis vous l'annoncez carrément. Et vous le dites, et je me répète, et je le répète parce que c'est important, je crois que c'est la base de tout votre livre, ce n'est pas le capitalisme occidental qui touche à sa fin, c'est plutôt le régime soviétique. Oui, ça me paraît clair. Moi, il me paraît personnellement plus facile de... Ça a l'air très audacieux comme ça, mais en fait... C'est le genre de raisonnement que font les historiens. Simplement, d'habitude, quand on travaille dans le passé, on a la joie et la facilité de savoir comment ça s'est terminé finalement. Là, sur le plan logique, la méthode est la même, simplement, je prends plus de risques. Enfin, on parle de l'âge, et vous disiez tout à l'heure, j'ai 25 ans, et je répétais, vous avez 25 ans, mais il faut quand même considérer, car c'est un point au début d'une conversation qui me paraît important, que tous les historiens ont travaillé sur le passé sans l'avoir connu. Sur le plan de la méthode, j'ai pensé qu'en tant qu'historien, je ne suis pas soviétologue, je ne suis pas russologue, je ne suis pas communistologue, on en a déjà parlé. Je pensais que j'avais quelque chose à apporter sur l'étude de l'URSS parce qu'historien, et pas historien de l'histoire contemporaine, mais historien
des époques plus reculées, de l'Ancien Régime en particulier, c'est-à-dire que je suis habitué à travailler sur des documents incomplets. Et ce qui frappe quand on commence à s'intéresser à l'analyse de la société soviétique, c'est que d'abord on ne sait pas ce qui s'y passe. Je veux dire, si les touristes ont accès à Moscou, Leningrad, une petite partie du Caucase... C'est le grand silence. Oui, c'est ça. On a accès, en fait, il faut considérer, aux deux capitales, à 30% des villes de province, 5% des campagnes. Et cette partie du territoire qui est accessible n'est évidemment pas représentative de l'ensemble. Oui, mais vous ne dites pas seulement que c'est le grand silence, vous dites également que tout est truqué. Tout est truqué, oui, il y a deux Unions soviétiques. Il y a l'Union soviétique réelle, et puis il y a celle qu'on trouve dans les publications des éditions de Moscou. Ce sont deux mondes disjoints. Il faut reconnaître à l'Union soviétique mythique qu'on trouve dans les manuels d'économie politique des éditions de Moscou le mérite d'une certaine cohérence, mais simplement ça n'a aucun rapport avec le réel. D'ailleurs, là, dans cette circonstance, vous êtes très astucieux, Emmanuel Todt, parce que on pourrait vous accuser, on pourrait dire tout ce que vous dites est fragile, quelles sont vos bases, quelles sont vos informations, mais tout de suite vous le dites, et parce que vous le savez, vous n'avez pas de véritables informations, je n'ai pas de véritables informations, dites-vous, les témoins sont rares, et de toute manière, tout est truqué. Donc, il faut donner une opinion très subjective. Pas subjective, c'est-à-dire je crois qu'on ne peut pas juger de la vraisemblance de tel ou tel fait particulier en provenance du RSS. Ouais. On a des gens qui viennent, qui en sortent, on a des données officielles, des données moins officielles, je veux dire les dissidents qui sortent de l'Union soviétique, ce que voient quelques touristes, et beaucoup les gens aussi, ingénieurs ou étudiants, ou lecteurs, qui résident dans les villes de province soviétiques, qui sont dans l'ensemble interdites aux touristes. Je crois que si on ne peut pas juger de la vraisemblance ou de la réalité de tel fait particulier, on peut, c'est ce que font d'ailleurs tous les historiens pour les périodes reculées, vérifier la cohérence sociologique de l'ensemble des informations. On est forcé de faire un gros travail de recoupement à partir de postulats sociologiques. Et je pense, en fait, ça a l'air aberrant, ça, appliquer cette technique à l'Union soviétique, mais c'est ce qu'on fait pour l'Ancien Régime. C'est une technique standard. Moi, ça ne m'angoisse pas du tout. Personnellement, c'est mon métier de travailler sur des données incomplètes. Mais vous dites, dans 30 ans, il n'y aura plus de régime soviétique. Il faut lui trouver un produit de remplacement. Vous pensez que ce sont les tsars qui vont revenir? 30 ans... vous le dites, vous oui. dites dans les 30 années 5 qui à viennent. 30 ans. 5 à 30 ans, je pense qu'au fond... 30 ans, c'est déjà trop tard. Vous pensez que ça viendra avant? Je sais pas, on a eu l'impression de phénomène d'accélération. Il y a des émeutes sans arrêt là-bas. Ça arrive mal du point de vue information. On sait que ça se passe. Il y a des avions qui désertent. Tout ça, c'est depuis... Un avion, enfin, du moins, on ne sait deux pas. avions, mais... je veux dire, C'est un quelle début. serait la réaction de l'armée française à la fuite d'un Mirage 4 ou F1 vers l'Union soviétique? Je veux dire, on prendra ça pour un signe de décomposition sociale avancée. Il y a eu également la mutinerie d'un navire de la flotte soviétique sur la Baltique. On ne peut plus considérer l'armée soviétique comme stable, simplement. Cela dit, le problème de la périodisation du rythme me paraît effectivement très important. Je crois qu'il est facile de prédire et d'analyser la crise du système soviétique. La question du rythme et du déroulement des événements est beaucoup plus difficile à analyser. Quand on est historien, on ne se gêne pas. Hein. Moi, je suis habitué à travailler sur l'Ancien Régime. On n'est pas pressé, on a des siècles. On aurait tendance un peu, quand on travaille sur un sujet contemporain, à contracter l'ensemble, à se dire ça va se passer tout de suite. Qu'est-ce que 3 siècles? Mais effectivement, on ne peut pas faire ça pour l'URSS. Donc, je crois que maintenant, le problème, au point où on en est de la recherche, puisque c'est un sujet de recherche et les gens devraient continuer à travailler sur ce sujet, c'est essayer de suivre la crise soviétique et de prévoir son déroulement. Moi, personnellement, je considère par exemple que, d'abord, l'effondrement de la sphère soviétique, c'est quelque chose de dangereux. Ce pays est chargé de missiles nucléaires jusqu'à la gueule. L'explosion, on m'a dit que mon livre était optimiste. Je veux dire, bon, bien sûr, il est optimiste sur le plan humain. Oui, c'est ça. En fait, l'effondrement... Ça pourrait faire mal si ce que vous annoncez arrive. Beaucoup plus mal que la stabilité actuelle. Beaucoup plus mal que l'espèce de concurrence stable actuelle. Et je pense que, par exemple, je ne crois pas tellement, ou de moins en moins, à la menace militaire soviétique. Enfin, il y a une armée soviétique qui grossit pour des raisons... Parce que la logique interne du système, chose que j'analyse dans le livre, pousse à la militarisation. Parce qu'il y a la Chine aussi. Parce qu'il y a la Chine, il y a toutes sortes de facteurs de crise qui poussent à la militarisation. Cela dit, je ne suis pas absolument certain que la puissance de l'armée soviétique soit ce qu'on dit, ce qu'on veut bien laisser dire. Mais je crois... Oui, pardon. Oui, je crois que les services de renseignement occidentaux, par exemple, qui passent beaucoup de temps et qui nous annoncent une croissance fantastique des troupes du pacte de Varsovie, etc., devraient passer plus de temps à rechercher des données sociales, c'est-à-dire à essayer de voir ce qui se passe sur le plan social en Union soviétique. Des choses, ça pourrait être tous les phénomènes de dissidence, ça pourrait être les émeutes, les mutineries, ça pourrait être des variables beaucoup plus neutres, simplement
nous fournir une évaluation correcte de l'évolution du niveau de vie en URSS, du taux de suicide, toutes sortes de choses. Vous êtes allé en Union soviétique? Non. Vous ne voulez pas y aller. On peut travailler présente- comme ça sur un pays, sur Ouais. une politique, sans aller du moins... C'est mon par- métier. par C'est mon, curiosité. Oui, c'est mon vrai. métier. Personne ne m'a reproché de ne pas être allé Non, dans le non, c'est 19e vrai. siècle suédois. Non, tout à fait d'accord. C'est ce que je disais à l'instant. Hein. Cela dit, j'ai travaillé avec des gens, avec des amis qui ont eu la chance, ou la malchance, selon le point de vue auquel on se place, de passer du temps dans ces villes de province soviétiques interdites aux touristes. Donc en fait, j'ai eu plein de renseignements de première main très solides. Vous avez maintenant des réactions et du Parti communiste Non. et de la Chine et je veux dire, de la Russie. Vous pourriez peut-être être invité par les responsables du régime soviétique. Allez vous promener en Russie ou Ah, aller je le visiter souhaite. Moscou. Ah, je le souhaite. Vous iriez dans ce cas-là? Ah, tout à fait, oui, bien sûr. Enfin, Emmanuel Todd, vous avez 25 ans, vous parlez de ce livre avec beaucoup d'autres qui ont beaucoup d'années de plus que vous, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'en pensent les gens de votre âge. Vous parlez avec eux, ils vous comprennent parce qu'à 25 ans, on serait plutôt porté à croire que la vérité est de ce côté-là. Oui, je sais pas. En ce qui concerne le livre, les réactions de mes amis ont été plutôt favorables. Cela dit, ça ne veut pas dire que politiquement je sois en phase avec ma génération, je ne sais pas. Enfin, Mais politiquement, vous Politiquement, vous je me sentez sens- engagé? Politiquement, je me sens très vieux, surtout maintenant, parce que il y a toutes sortes de choses auxquelles je ne crois plus et qui me font plutôt sourire. À 25 ans? Voilà. Quelles sont les choses auxquelles vous ne croyez plus et qui vous font sourire, justement? Ben, je sais pas. Enfin, la situation politique française ne me paraît pas d'un sérieux absolu. Vous êtes contre tout. Non, pas du tout. Je ne suis pas contre tout. Enfin, je trouve que les Vous êtes contre l'Occident? Non, pas du contre, tout. Non, pas du tout. non. Je trouve que ce n'est pas parfait. Oui, le risque, je veux dire, ce qu'on va me reprocher à propos de ce livre, on me dira, bon, cette analyse. Qu'importe ce que l'on peut vous reprocher, ce qui est Ouais. important, c'est de parler et de dire. Oui, non, on me reprochera, cette analyse est juste, mais quand même, on a l'impression que, oui, puisque je dis que dans le livre, que au fond, l'Occident, contrairement à ce qu'on croit, est l'agresseur du système soviétique, puisque sa richesse, son relatif Sa relative égalitarisme, liberté et sa liberté totale. et sa liberté, souvent. bien sûr, sont des facteurs qui dissolvent et concurrencent le système soviétique, qui ne propose rien de ce qu'il était censé réaliser. Et alors, la tendance, c'est de dire, bon, bien sûr, c'est très gentil, mais alors, nos problèmes actuels en Occident, tu les minimises, et des choses comme ça. Mais Emmanuel Todd, que pensez-vous alors de tous ceux qui croient à la vertu du régime soviétique et qui ne sont pas des idiots? Mais je crois que plus personne n'y croit. Ah bon. Enfin, le Et parti... c'est réglé une fois pour Oui, toutes, non, chez vous. le Parti communiste français s'est détaché quand même pas mal du modèle soviétique. Il le critique, il critique l'atteinte aux libertés. Je ne suis pas convaincu qu'il fasse une analyse sérieuse du phénomène soviétique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, comme l'ont fait, je crois, implicitement les communistes italiens, ils ont vu ou ils sentent, sans la comprendre, la crise du système soviétique, ils ne savent pas qu'en fait, fondamentalement, c'est malgré tout une crise du marxisme, de l'économie marxiste. Donc vous pensez qu'un jour, il n'est pas impossible de penser, que nous pensions nous à ce moment-là, que le Parti communiste se séparera totalement de Moscou et vivra sa vie par rapport à ce que vous nous Je sais dites, pas, je crois ayant que- compris que... Oui, je crois qu'il peut très bien survivre en rejetant l'URSS dans ses manifestations concrètes, Mhm. pauvreté, dictature, etc., mais quand même se raccrocher sur le plan du programme, de son programme, au vieux classique du marxisme, chose qu'il n'a pas du tout repoussé. Je pense que ce que ne comprend pas actuellement le Parti communiste français, c'est qu'il y a un rapport entre l'utopie marxiste, puisqu'il faut bien voir ça comme une utopie, au vu des résultats de l'Union soviétique, qu'il n'arrive pas à le comprendre, le rapport entre l'utopie marxiste et l'échec du système soviétique. Et il faut bien reconnaître que sur le plan de la définition du programme économique, le programme commun, qui se veut socialiste au sens marxiste, nationalisation, socialisation, est périmé. Vous estimez donc, Emmanuel Todd, que le marxisme, idée chère à votre grand-père Paul Nizan, est aujourd'hui une philosophie éteinte? Mon grand-père Paul Nizan, hein, j'ai à la maison son exemplaire du Capital, les pages ne sont pas coupées. Hein. Il ne faut pas... Bien Nizan, sûr, il pouvait l'avoir lu dans un autre ouvrage. Oui, bien sûr. Et le conserver comme... bien sûr, mais c'est un accident regrettable. Ouais, Il regrettable. Nizan, il était romancier, il était philosophe. Il était bon, communiste. il était communiste, oui. Il a également rompu, ce qu'il ne faut pas oublier, en 1939, Exact. avec le Parti communiste. Et c'est lui qui a pris l'initiative de cette rupture. Ensuite, il a été critiqué par le Parti communiste, mais c'est lui qui a rejeté le Parti communiste. Enfin, je ne suis pas béat devant les analyses politiques de Paul Nizan. Hein. Je trouve, bon, même sur le plan philosophique, les chiens de garde, c'est bien, mais dans ce domaine, on a écrit beaucoup mieux ailleurs. Mais un garçon comme vous, qui a 25 ans, comment estime-t-il conduire sa vie? Parce que
il y a tout un avenir devant vous. Il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est dure, mais il y a toutes les autres années qui pointent leur joli nez ou leur vilain nez. Comment allez-vous les assumer? Je vais continuer à faire de la recherche sur De d'autres la sujets. recherche historique. Ah oui, bien sûr. Mais sur d'autres sujets? Sur d'autres sujets. Enfin, moi, je m'intéresse aux problèmes, à des problèmes comme la logique du raisonnement historique. J'aimerais continuer à faire des analyses concrètes de cas. Et on peut travailler sur l'URSS, on peut travailler sur d'autres systèmes politiques. Enfin, j'ai l'intention aussi de travailler sur le tiers-monde. Mais vous me disiez à l'instant que vous étiez quand même tellement déçu par ce monde, par Ah non, toute pas cette du tout. société. Si, Moi, je trouve non. Non? Ah non, J'ai mal compris. Non, je trouve ce qui se passe, non pas en URSS, mais en Occident, très remarquable et très intéressant. Non, faut pas. C'est la Non, société pas- française alors que vous condamnez Non, un la peu. société française me paraît très amusante et en plein développement. Enfin, on progresse, il y a des lois qui sont passées, qui libéralisent les mœurs. Enfin, vous êtes content de vivre en ce pays. Tout à fait, oui. Et dans le monde occidental. Donc vous êtes de ces jeunes heureux, Oui, cela dit, contents de leur sort, cela dit- mais qui attaquent. il y a beaucoup de choses à faire. On sait, en ce moment, on discute des maux de la société française. On sait que la société française est l'une des plus inégalitaires d'Europe. Il y a des choses à faire, il y a des réformes à faire. Cela dit, je crois que le grand problème en France, c'est que les oppositions ne sont pas en prise sur les problèmes réels. Le programme commun me paraît en particulier un faux radicalisme. C'est-à-dire ce dont la France a besoin, au fond, c'est de techniques redistributives du genre de celles qui sont appliquées dans le reste de l'Europe occidentale. C'est-à-dire un impôt direct plus fort, plus progressif. C'est tout à fait réformiste, mais ça me paraît beaucoup plus radical que les nationalisations du programme commun. Il y a toutes sortes de choses à faire. Dans le domaine des libertés, il y a aussi des progrès à réaliser. Mais je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie. Enfin, vous ne seriez pas loin d'affirmer, Emmanuel Todd, qu'une société comme celle-ci devrait être dirigée par des gens de votre âge. Pas du tout, non. Et Non, j'ai à un grand 40 à j'ai un grand 40 respect ans, pour mes... on est déjà vieux. Non. Ah non, j'ai un grand respect pour mes aînés. Et alors surtout, il ne faut pas prendre... je pense qu'il ne faut pas prendre les historiens et les sociologues au sérieux. Je veux dire, le rôle de l'historien et du sociologue, c'est d'expliquer, bien sûr, c'est de créer des modèles, mais Dieu nous garde des applications. Je veux dire, après tout, il y a un grand sociologue, un grand historien qui a analysé, créé des modèles, qui s'appelait Karl Marx, et quand on voit le résultat de l'application de ces théories, c'est un désastre. Je veux dire, il faut aussi de la prudence et de... Donc vous ne vous prenez pas au sérieux, Non, je pense que... puisque vous êtes historien. Je me prends pour un historien. Je ne pense pas que ce que je fasse soit d'application immédiate, des choses comme ça. Mais c'est Cela dit- sérieux quand même, votre raisonnement. Oui, mon raisonnement est sérieux. Il y a toutes sortes, au fond. Parce que la chute finale... Oui, il y a c'est- toutes sortes d'implications. Il y a toutes sortes d'implications pour en particulier la politique extérieure des pays occidentaux, vis-à-vis la sphère soviétique. Bon, il ne faut plus avoir cette espèce de crainte irraisonnée devant le monstre. Il faut aussi que les Occidentaux, il y a une chose très importante que j'ai essayé de souligner dans le livre, prennent conscience de la différence fondamentale qu'il y a entre les satellites de l'URSS et l'URSS. Et qui prennent bien conscience du fait que les satellites, qui sont en progrès économique, sont coincés entre un rideau de fer et un rideau de plomb, puisque les dirigeants soviétiques essayent d'isoler leur masse du contact néfaste des pays plus évolués de leur sphère. Je ne suis pas certain que les gens, les Français ou les Occidentaux en général, aient conscience de l'hétérogénéité fondamentale de la sphère soviétique. Je pense qu'il faut, dans une certaine mesure, aider les satellites de l'URSS, qui sont des pays européens, avec lesquels nous avons toutes sortes d'affinités culturelles. Et je crois que dans ce domaine, il y a une révolution mentale à effectuer. Vous me disiez tout à l'heure, Emmanuel Todd, que jusqu'à présent, on permettait aux jeunes de parler de musique, de poésie, mais pas de choses sérieuses. Cela voudrait-il dire que vous n'aimez pas la musique, vous n'aimez pas la poésie, que vous ne soyez pas de votre âge? Ah non, j'aime tout à fait la musique, pop plutôt. Hein. Pop. Oui. Pas Beatles. classique, Non. pas encore. Je sais pas, non, je sais Il y pas. a bonne et mauvaise musique. Hein. Oui, je sais pas, moi j'appartiens à une génération musique pop. Moi j'aime bien les Beatles, les Who, enfin toutes ces choses. Rolling Stones, parce Oui. que les Beatles, hélas, nous ont un peu quittés. Ouais, Je ne on pense parle pas qu'on les reverra un jour. Oui, je suis pas fanatique des dernières choses des Rolling Stones. Enfin, Non. je trouve qu'ils tournent un peu à vide. Je suis dépassé, il y a comme un problème de génération. Dans Ah ce bon, domaine. déjà Ah oui, vous savez, ça va très vite. Enfin, Ouais. les générations maintenant ont 5 ans, 2 ans, 3 ans. On distingue les gens, enfin, qui ont fait mai 68, qui ne l'ont pas fait, les jeunes lycéens qui ont vu les grèves dans leur lycée, ça va très très vite. Moi j'ai une petite sœur qui a 13 ans et j'ai l'impression qu'elle a intellectuellement 5 ans d'avance Oui, d'ailleurs, sur moi à 13 ans. Ce que vous dites est très important parce que en mai 68, vous aviez 16 ans. Je passais mon bac, j'avais 17 ans. 17 ans, oui. Oui. Et vous avez vécu cette période? Oui, j'ai vécu ça, mais curieusement, parce qu'à l'époque, j'étais membre des jeunesses communistes.
À l'époque. Oui, et j'étais très très sérieux. Je veux dire, j'avais certaines conceptions, des responsabilités, et je n'acceptais pas le folklore des événements. Alors, cela dit, j'ai été voir les barricades comme tout le monde. J'habitais dans la banlieue à l'époque, et j'avais tendance à arriver toujours un jour après les événements. Et à la fin, j'ai craqué parce que je trouvais ça très amusant, mais dans l'ensemble, je faisais un peu de... Je sais pas, une espèce de... Je faisais dans le genre communiste responsable. Enfin, vous êtes entré aux jeunesses communistes, vous aviez 16-17 ans, vous avez quitté les jeunesses communistes, vous aviez 20 ans, parce que... Oh, plutôt 18-19. 18-19 ans, parce qu'il fallait les quitter ou parce que déjà vous vous sentiez vieux? Non, ça m'ennuyait. Ah bon? C'est prodigieusement ennuyeux. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. J'étais pas en désaccord quand je suis parti, je trouvais ça très ennuyeux. Il y a des partis de jeunes qui sont intéressants? Bon, je sais pas, je vois pas pourquoi la politique devrait être spécialement l'apanage des jeunes. On a toutes sortes de choses à apprendre de toutes sortes de générations. Et je ne crois pas... Enfin, on est obligé de constater maintenant que vous avez quand même une allergie tout à fait totale à l'égard du régime soviétique. Allergie au monde soviétique. Allergie oui. Ah, c'est Oui, bien sûr, oui. plus que même qu'une allergie. Vous êtes à contre-courant, vous êtes... Je suis pas contre-courant, je crois que les gens sont simplement... bon, j'ai un peu... j'ai poussé l'analyse, mais je n'ai pas l'impression d'être seul. On a compris, on a l'impression qu'il y a un mouvement d'opinion, une prise de conscience qui se fait sur le monde soviétique actuellement. Bon, il y a eu l'arrivée de Solzhenitsyn, il y a d'autres dissidents, il y a Amalrik, historien, lui, qui pour la première fois, au fond, a osé poser cette question l'URSS surviva-t-elle en 1984, c'est-à-dire c'est une révolution mentale. Je veux dire, c'est comme mettre en doute l'existence de Dieu à la Renaissance. Amalrik a osé mettre en doute la question de la survivance de l'Union soviétique. Je dois dire que des hommes comme Solzhenitsyn, Sakharov, Amalrik ont quand même débroussaillé le chemin. Bien sûr, ils ont fait beaucoup de travail. Moi, personnellement, mon préféré, c'est Amalrik, mais c'est peut-être professionnel, simplement. Il y a en lui une espèce de scepticisme et de côté... Mais on peut aller jusqu'à dire qu'il n'y aura plus de communisme dans les 30 années qui viennent? Plus de communisme si le système explose, évidemment. Non, partant de votre analyse... S'il pourrit, je sais pas, le communisme, est-ce que ça existe? En fait, il faut voir ce que c'est. Je pense que dans 30 ans, si l'URSS survit, elle aura pris l'allure d'une société dictatoriale, traditionnelle, rappelant beaucoup certains modes de production qu'on a vus dans le passé. Enfin, ça apparaîtra comme soit féodal, soit comme ce qu'on appelait mode de production asiatique. Ça paraîtra vieillot, un peu bouffon, dictatorial, mais je ne pense plus que ça sera perçu comme communiste. Enfin, pour certains de ceux qui attaquent ce monde-là, le communisme est considéré comme une religion. Pas par vous, quand même. Communisme, religion? Non, je sais pas. Il y a une foi communiste, bien sûr. Mais je ne pense pas que si on se replace... Une croyance. Il y a une croyance, mais ça, c'est une croyance qui est le seul fait des communistes oppositionnels occidentaux. Et dans les pays de l'Est, je ne pense plus qu'il y ait de croyance au communisme. Je pense que tout le monde est très affranchi. Bon, dans les démocraties populaires, c'est évident. Le seul sentiment qu'il y ait, c'est la russophobie, l'anticommunisme. Et dans un pays comme la Hongrie, par exemple, le problème, c'est est-ce que le secrétaire général du parti, Kadar, est encore communiste? En URSS, c'est pareil. Moi, j'ai construit mon système d'analyse en partant de hypothèse invérifiable, mais qui me paraît rendre compte d'un certain nombre de faits, qui, du point de vue sociologique, est cohérente, je crois. Hypothèse qui est que les dirigeants soviétiques sont affranchis intellectuellement et qu'ils n'y croient plus. Alors, posons directement la question, Brejnev est-il communiste? Je pense que non. Et je pense que les gens du KGB ne sont pas communistes non plus. Je crois qu'il y a des gens là qui ont compris la faillite de leur système. En fait, il faut être aveugle, il suffit d'aller faire un tour en Occident pour voir que ça a fait faillite. C'est tout à fait évident. Simplement qu'ils sont... Alors on se dit, à ce stade, pourquoi est-ce qu'ils ne réforment pas, puisqu'ils ont compris que c'était foutu? Ils ne réforment pas simplement parce qu'ils ont peur. Après, l'URSS est passée par presque 60 ans de révolution maintenant, a probablement eu 60 millions de morts. Il est évident que Brejnev ne va pas, à la prochaine session du comité central du Parti communiste d'Union soviétique, dire « Bon, bah, écoutez, les gars, on s'est trompés, hein, on retourne au capitalisme, c'est plus sérieux, ça marche mieux, c'est plus solide. » Mais que se passerait-il si vous étiez opposé, vous, Emmanuel Todd, à un communiste français? Ne parlons pas de Georges Marchais, qui est au sommet, mais parlons de l'intellectuel comme Pierre Juquin. Les intellectuels communistes français, j'y crois pas beaucoup. Hein. Je ne les prends pas très au sérieux. Alors, vous ne prenez personne au sérieux? Non, si, mais si, il y a toutes sortes de gens en France que je prends au sérieux, je pourrais vous donner des noms, mais... Des noms, oui. Oui, d'accord. Bon, bah, les gens que je prends au sérieux en France, ce sont, dans l'ensemble, je parle des intellectuels, ce sont les gens, en gros, qui sont pris au sérieux à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, par exemple. C'est-à-dire que
Ce ne sont pas. Il y a toutes sortes de gens qui paraissent importants aux Français. La culture française est assez provincialiste. Enfin, il y a des gens qui paraissent importants aux Français, comme Althusser, Balibar, enfin les dernières modes. Allons-y plus loin, jetons des noms, Lévi-Strauss, Foucault. Tout ça, c'est des gens qui sont pris. Barthes, ce sont des gens qui sont pris au sérieux en France. Ce ne sont pas les gens qui sont pris au sérieux à l'étranger. Les gens qui sont pris au sérieux à l'étranger, ce sont des gens comme Emmanuel Leroy-Ladurie, historien, et toute l'école historique française d'ailleurs. Ça, j'ai pu le constater à Cambridge. Prise très au sérieux. Ce sont des gens comme Raymond Aron ou comme Jean-François Revel ou comme une personne qui est moins connue, qui est un démographe, qui a fait beaucoup de démographie historique, qui s'appelle Louis Henry, et qui doit être maintenant directeur de l'INED, et qui est considéré comme une vedette dans son domaine à l'étranger. Oui, mais vous avez cité des noms qui sont déjà quand même très imposés en France, oui. Et qui sont Tout à fait. Qui sont des témoins. Le roi Ladurie, d'ailleurs je recommande en passant la lecture de Montaillou, Village occitan, une remarquable chose. Il y a, Raymond Aron, on le sait. Mais vous avez parlé de Jean-François Revel, pas de problème. De plus, Jean-François Revel est un peu l'homme qui couve vos ambitions de Ah oui, mon bouquin est historien. sorti dans sa collection. Oui, bien sûr. Bon, mais je ne cherche pas à être original à tout prix. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses intéressantes qui se font. Et on doit le reconnaître. Non, ce qui est intéressant, c'est votre prise de position, parce que, je le répète, elle va au contre-courant, car il faut bien le remarquer, il y avait une mode qui poussait à reconnaître souvent des pays que l'on connaissait mal. Mais vous dites de ce pays qui est quand même fait un certain nombre de choses, qui est au commencement du progrès. Non, c'est une révolution tout de même. Moi, je ne veux pas les défendre l'Union soviétique. J'essaie de travailler en témoin. Et il y a eu également ces cosmonautes. Par rapport au monde occidental, il y a eu comme une flambée d'un progrès. Ah, tout à fait d'accord. Mais moi, je trouve que la révolution de février 1917, février et pas octobre. Hein. Je ne sais pas si les révolutions, ne faites pas jusque-là, sont des progrès. Ça, non, mais je veux dire, la révolution qui a mis à bas le système tsariste... À moins que ce soit une révolution humaine. Oui, la révolution de février 1917 est quelque chose de très sympathique et de grandiose. C'est octobre, qui était plus d'ailleurs un coup d'État qu'une révolution qui est antipathique. Oui, puisque vous parlez des tsaristes, vous pensez que du temps des tsars, les gens, dans votre système à vous, dans votre condamnation, étaient plus heureux qu'aujourd'hui? Je crois que le problème du bonheur, c'est assez difficile à résoudre. On peut parler déjà les mots, il faut d'évolution du niveau de vie. Ce qu'on peut dire, je crois, c'est que l'histoire de la Russie, du XVIe au XVIIIe siècle, est une histoire sinistre. C'est-à-dire, on voit à l'époque déjà, c'est l'origine de certaines interprétations culturalistes du phénomène soviétique, on voit à l'époque la mise en place d'un État russe, tout-puissant, dictatorial, absolutiste, despotique, la mise en place du servage, qui atteint son degré de perfectionnement maximal à la fin du XVIIIe, du XIXe, et donc c'est une histoire assez sinistre et désespérante. Cela dit, la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est une époque de progrès. 1861, c'est l'abolition du servage. C'était aussi la fin du XIXe, le début de la croissance économique, qui a dérapé d'ailleurs en révolution communiste. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait du progrès. Maintenant, tracer une autre histoire de la Russie, c'est un exercice intéressant. C'est aujourd'hui que tout capote pour vous. Oui, c'est ça. Parce que vous parlez de féodalité. Oui, c'est-à-dire qu'on a un retour à des... Au fond, je crois que c'est une... Ce vieux monde, dites-vous, qui n'en finit pas de décoller. Oui, c'est... Lorsque vous dites que dans l'Union soviétique, il y a deux désordres, le désordre d'en haut, puis le désordre d'en bas. Le désordre d'en haut, c'est la bureaucratie. Et le désordre d'en bas, c'est le monde ouvrier. Oui. Vous pensez que ces désordres sont exacts et que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe? Je donne une mesure de ce désordre, c'est l'incroyable contradiction qu'il y a entre le taux d'investissement soviétique, qui est à 25% et qui devra assurer une croissance, et ce qu'on sait de l'économie soviétique, qui évolue vers la paralysie. C'est-à-dire quand on fait 25% d'investissement et qu'on obtient un taux de croissance égal à 0 ou inférieur à 0, on ne sait pas. C'est le genre de données précises dont on aurait besoin. Il y a du désordre. Et effectivement, je décompose ce désordre en deux composantes. Il y a d'abord une espèce de résistance passive de la classe ouvrière et la paysannerie au servage, s'il faut bien appeler du servage, une espèce de servage étatisé, une espèce de possession collective de l'ensemble de la main-d'œuvre par l'État. Et puis il y a aussi autre phénomène, peut-être plus décisif, qui est l'augmentation de l'anarchie dans l'appareil administratif lui-même. On le pressent quand on sent la désorganisation du secteur hospitalier. Par exemple, j'ai relevé une augmentation de la mortalité infantile, un phénomène très rare. Il y a ça en URSS. Et j'ai fait une analyse assez détaillée de ce qu'est l'appareil répressif soviétique dans mon livre, KGB, milice, armée, pour certains domaines. Et ce qu'on constate... Et vous estimez qu'il est de plus en plus répressif? Je crois que la répression, je pense que la répression a changé de nature. Je pense que la répression est plus cynique. Il n'y a pas cette espèce de
d'hystérie qu'il y avait dans la période stalinienne, où les gens croyaient encore, qu'ils étaient en train de faire une révolution égalitaire. C'était à cette époque-là, à l'époque des grands procès, où tout le monde s'accusait, où les gens faisaient leur autocritique, où on fusillait, etc., à tort et à travers. Je pense que la répression est devenue beaucoup plus cynique et beaucoup plus utilitaire maintenant. Je veux dire, au fond, on vire les dissidents soviétiques du RSS, on ne les liquide plus. Je parle des intellectuels. Je veux dire, pour les ouvriers, c'est très différent. Donc d'un côté, il y a la planification, vous estimez que c'est un plein délire, et de l'autre côté, il y a la résistance passive des travailleurs. Oui, et là, j'en parlais, au fond, peut-être, et en embryonnaire, une résistance de l'appareil administratif, parce que bon, quand on parle du KGB, de l'appareil répressif, on a tendance à imaginer quelque chose qui serait un peu un équivalent de notre police. C'est pas ça du tout. En fait, dans la mesure où le système soviétique cherche à tout étatiser, à tout contrôler, il a besoin d'un appareil répressif beaucoup plus complexe. Et en fait, si l'on considère que ces tâches sont 5 à 10 fois plus complexes que les tâches de l'appareil répressif en France, il y a un appareil répressif de contrôle social, dont le rôle est relativement limité, donc 5 à 10 fois plus complexe, ça voudrait dire que 5 à 10% de la population active soviétique ou des énergies soviétiques sont consacrées à la répression. Et ça veut dire, comme on peut évaluer la classe privilégiée soviétique à 2% de la population, je fais ça à partir du taux d'automobilisation des gens, puisque l'automobile, c'est le symbole de l'appartenance à la nouvelle classe en URSS, c'est l'automobile. Ça fait 2%. Luxe. Oui, ça fait 2% des gens. Et si on considère que 5 à 10% des gens se consacrent à la répression, ça veut dire que beaucoup de gens non privilégiés sont intégrés dans les appareils répressifs. Et si ces gens, au fond, sont en phase avec le reste de la population soviétique, les courants de mécontentement qu'on peut analyser par d'autres techniques, alors l'appareil répressif risque de claquer. Et en fait, je pense que si dans l'état actuel de pourrissement du système, s'il y a une tentative de reprise en main de toute la société par l'État, il est très possible que l'appareil répressif claque. Mais avec ce que vous dites, avec ce que vous écrivez, Emmanuel Todd, il ne serait pas du tout impossible que l'on vous utilise pour combattre le programme commun, car avec tout ce que vous dites va faire réfléchir beaucoup de gens. Et les communistes même vont s'inquiéter, vont se poser des questions, et vont peut-être souhaiter un contact avec vous. C'est ce que vous avez souhaité, non, vous non, je ne crois pas que ce soit le style de la maison. Non. Moi, ça m'amuserait beaucoup, évidemment. Mais, parce que c'est une condamnation. Mais je ne crois pas. Non, c'est pas une condamnation. Je veux dire, au fond, c'est la gauche française. Finale, si ça n'est pas une condamnation. C'est une condamnation, bon, comme on le disait tout à l'heure. C'est une analyse. Ce livre est d'abord une analyse d'un problème historique particulier, le futur soviétique. Maintenant, il est certain que ça a des conséquences pour la définition d'autres modèles socialistes. Il est évident que, au fond, tous les systèmes communistes, le cubain, tel que l'a analysé récemment René Dumont, ou le système chinois, on le voit actuellement avec on ne sait pas si on doit appeler ça stalinisation ou bériaisation du système, tous ces systèmes sont en train de pourrir. Je veux dire, le régime vietnamien, qui était le plus glorieux, le plus révolutionnaire récemment, a également commencé à être embringué dans le même genre de problème. Ça, c'est une drôle d'affaire. Oui, le cambodgien, il est très évident qu'il n'y a pas de bon modèle, et tout le trait commun quand même à tous ces systèmes, il faut l'admettre, c'est l'application du même programme économique et social, c'est-à-dire l'économie marxiste, dont on sait que c'est un échec. Et en fait, il est assez difficile de comprendre ce qui se passe dans le monde communiste si on n'arrive pas à faire le postulat que l'économie marxiste ne fonctionne pas, ou plutôt à le constater. Je crois qu'il y a un grand problème le problème qui se pose aux communistes français, et je crois que les communistes italiens l'ont résolu, c'est qu'ils ne font pas le lien entre l'échec soviétique et l'économie marxiste. Parce qu'au fond, on a tendance à considérer, quand on analyse le marxisme, on analyse la cohérence générale des textes, et on n'essaie jamais d'établir le pont avec le réel. Le réel, il est là, mais il est caché derrière les frontières de l'URSS, et on n'y a pas accès. On n'a pas accès aux usines soviétiques, aux kolkhozes soviétiques, on ne sait pas comment ça marche. Enfin, on sait simplement que ça ne marche pas, puisque l'URSS importe du blé, importe des machines d'Occident, mais on n'a pas établi le lien directement entre l'échec économique et le programme économique. Enfin, pour cet essai, Emmanuel Todd, vous allez très loin dans l'explication, parce que vous pensez à ce que sera ou à ce qu'est déjà le nationalisme ukrainien, vous parlez des pays satellites, vous parlez des minorités, parce qu'il faut quand même en parler de ces minorités. Elles sont polonaises, juives, arméniennes, géorgiennes. Il y a dans ces minorités une natalité galopante, et bientôt ces minorités auront droit de parole et pourront peut-être tout remettre en cause. Oui, c'est ce qui va se passer dans les 5 et 30 années qui arrivent? Non, c'est très long, le problème de la natalité, c'est vrai, surtout en Asie centrale, il y a une natalité très supérieure. La natalité soviétique s'est effondrée, enfin russe, proprement russe, s'est effondrée, elle est tombée à 14 pour 1000.
elle est très supérieure, elle reste très supérieure en Asie centrale. Cela dit, je crois que ça, c'est un problème à long terme. Oui, j'ai analysé... Oui, parce que ces minorités sont quand même surveillées de très près par les républiques d'Asie. Hein. Elles sont surveillées, couvées, oui, mais paradoxalement... aidées même. Oui, paradoxalement, les minorités soviétiques, c'est-à-dire à l'intérieur de l'URSS, je pense aux pays baltes, aux pays du Caucase essentiellement, sont privilégiés dans le système soviétique. C'est une chose dont on n'a pas toujours conscience, mais on leur a laissé un peu la bride sur le cou et on les laisse vivre. Bon, on sait très bien, pour les Russes, le Caucase, la Géorgie, l'Arménie, ce sont des espèces de petits paradis. C'est pas très riche, les gens vivent de l'artisanat. On a vu récemment qu'il y avait tout un petit trafic de pullovers tricotés entre le Caucase et la Sibérie. Donc on les laisse vivre de l'artisanat. C'est une espèce de prospérité pré-industrielle qui sourit beaucoup aux Russes et qui crée aussi des tensions, enfin, dans la mesure où les contacts entre les différentes zones sont possibles. Mais il ne faut pas voir ces régions périphériques, qui sont certainement opprimées politiquement, comme des régions brimées économiquement. La région pauvre, c'est la province soviétique. Enfin, pour vous, l'URSS est en noir et les satellites sont en rose. Non, non. Je crois il faut bien voir la sphère soviétique comme quelque chose d'hétérogène avec trois couronnes. Les démocraties populaires, qui font une industrialisation qui a été freinée par le stalinisme, qui reste empêtrée dans certains dogmes marxistes, encore qu'il y a libéralisation. Deuxième couronne, qui reste privilégiée par rapport à la Russie proprement dite, dont on ne peut pas dire qu'elle est engagée dans une croissance économique, puisque ce qu'on voit surtout, c'est une espèce d'artisanat prospère. Bon, le Caucase, les pays baltes, et puis il y a le centre de la pauvreté, qui est la Russie proprement dite. Mais vous ne croyez pas, comme le pensent certains sociologues, à une décadence du monde? Pas du tout, non. Je pense que... je ne sais pas. En fait, je ne prends pas non plus la crise de l'Occident, la supposée crise de l'Occident, très au sérieux. Enfin, les crises sont souvent utiles. Hein. Oui, les crises sont souvent utiles. Et puis, alors surtout, je veux dire, quand on a fait de l'histoire et quand on a vu les siècles passés, la situation actuelle paraît merveilleuse. Je veux dire, il ne faut pas... Nous prenons par exemple les problèmes de l'heure, la pollution, et ces choses-là. Une perspective historique remet les choses en place. Je veux dire, ce qui se passe actuellement, bon, d'abord, on sait très bien que les villes européennes étaient beaucoup plus sales et polluées à la fin du 19e qu'elles ne le sont maintenant. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Bon, la nourriture macrobiotique et ce genre de choses. Bon, Dieu sait si le Moyen-Âge était macrobiotique, et Dieu sait si les gens crevaient d'épidémies de toutes sortes. Donc on a tendance à ne pas dramatiser, à ne pas idéaliser les siècles passés. Enfin, si je vous comprends bien, Emmanuel Todd, la force de l'URSS, ce n'est pas la liberté, ce serait plutôt le nationalisme. Nationalisme, enfin, c'est la chose sur laquelle essayent de se rabattre les dirigeants soviétiques. On ne peut pas dire aux Russes que leur système social est le meilleur, c'est très évident. Tout ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils sont les meilleurs, et puis on peut leur faire peur. Je veux dire, péril jaune... une espèce dans l'idéologie soviétique actuelle, les derniers textes que j'ai analysés dans le livre, une espèce de collusion entre les périls jaunes juifs, puisque le régime devient à l'intérieur explicitement antisémite. L'accent, curieusement, n'est pas tellement mis sur l'agression occidentale. Il y a une espèce de transfert. Moi, je pense que l'agression réelle est occidentale, puisque bon, la Chine n'est pas une meurtre, c'est un système similaire qui est empêtré dans le même genre de stagnation, mais il y a une espèce de déplacement de l'agresseur, et déplacement raciste, il faut le dire, puisque bon, la peur du jaune, qui s'appuie évidemment sur l'histoire russe, les invasions mongoles, le complot sioniste aussi, ça c'est le grand truc, et alors de temps en temps on accuse les sionistes d'avoir alternativement financé la contre-révolution tchèque. Je ne sais pas si on les a encore accusés d'avoir financé la déviation chinoise, mais enfin c'est très très curieux et c'est très terrifiant, parce que il faut bien voir qu'il y a différents niveaux dans la culture politique soviétique, et que ce que disent les dirigeants soviétiques à l'Occident, et Dieu sait pourtant s'ils sont agressifs dans les discussions avec l'Occident, ce n'est pas ce qu'on dit aux Russes. C'est-à-dire, là, quand ils discutent avec l'Occident, ils axent la propagande ou la discussion sur les vieux thèmes, c'est-à-dire des thèmes marxistes, quand même, dont la problématique est dérivée des préoccupations occidentales du 19e. À l'intérieur, c'est pas ça du tout. C'est propagande nationaliste et raciste. Et c'est ça, et militariste aussi, et c'est ça à quoi sont soumis les Russes actuellement. Enfin, votre livre, Emmanuel Todd, La chute finale, c'est une critique du régime soviétique, mais plus encore peut-être, et vous n'en êtes peut-être pas rendu compte, une défense du monde occidental, parce que vous dites que l'URSS se barricade, elle interdit les voitures, les journaux, les voyages, peut-être, dites-vous, parce qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, mais elle a surtout, ajoutez-vous, la fascination de l'Occident et de sa richesse et de sa liberté. Oui, je crois que c'est très vrai, et c'est pour ça qu'on m'accuse d'idéaliser l'Occident. Je ne crois pas, je crois que l'Occident doit simplement arrêter de se déterminer et d'étudier ses problèmes, d'analyser ses problèmes en fonction de l'existence de ce mode de production régressif.
Après tout, au XIXe siècle, on ne situait pas les problèmes de l'Occident par rapport à un modèle russe ou autre. L'URSS, la Russie de l'époque, c'était ce que Marx considérait comme la grande puissance réactionnaire, c'était le pays qui avait écrasé l'insurrection hongroise de 1848. On ne pensait pas le progrès par rapport à la Russie. Je veux dire, il faut simplement qu'en Occident, on arrête de considérer l'URSS comme autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire un grand pays arriéré. Et au contraire, c'est en abandonnant cette vieille problématique marxiste, communiste ou tout ce qu'on veut, qu'on arrivera à traiter les vrais problèmes de l'Occident. Dieu sait si l'Occident a besoin de régler certains problèmes. Simplement, je ne vois pas ce que l'analyse du système soviétique peut apporter au progrès occidental. C'est simplement un mode de production périmé, arriéré, qu'il faut oublier sur le plan idéologique. Je ne sais pas si c'est vous qui rapportez cette histoire, je ne sais pas si elle a la valeur d'exemple, mais il s'agit, paraît-il, d'une histoire soviétique. Un jour, dit-on, chaque moscovite aura son hélicoptère. Pourquoi faire, demande-t-on? Pour aller chercher des chaussures à Kiev? Quand il y en aura? C'est dur. Cela veut dire que la Russie peut inventer des appareils, peut aller au bout de la Lune, peut aller partout. Les Russes ne sont pas allés sur la Lune, justement. Oui, mais qu'elle peut y aller. Parce que je pense... même, au commencement... Non, je crois que cette plaisanterie, c'est une plaisanterie qui est vieille, qui existait du temps des années 50, et qui existait probablement en 1935. Mais elle est d'aujourd'hui? Elle est toujours actuelle. Le problème, c'est qu'on a cru qu'il y avait croissance en URSS, il y a eu croissance de l'industrie lourde, croissance dans le domaine militaire, mais il n'y a pas eu croissance. Et l'économie soviétique est quelque chose d'assez constant dans sa structure, d'assez... Et je veux dire, ça me paraît, cette astuce qui est vieille, qu'on trouve dans des livres plus anciens aussi, me paraît un modèle d'analyse économique. Donc vous pouvez redire que dans les 5 ou 30 ans, disons dans les 30 ans qui viennent, il y aura effondrement total du régime soviétique. Effondrement, en prenant bien la peine de qualifier, ça peut prendre la forme d'un pourrissement, ça peut prendre la forme d'une explosion, plutôt pourrissement. Il y a une toute petite possibilité de réforme. C'est-à-dire, si les dirigeants soviétiques n'attendent pas trop, puisque la situation empire. Enfin, moi, j'ai fait une analyse assez précise de l'évolution de la natalité en Occident, en Union soviétique plutôt, et on sait par comparaison avec ce qui s'est passé en Occident à diverses époques qu'une évolution de la natalité, une baisse dramatique de la natalité, ça veut dire autre chose. Ce n'est pas simplement ça des conséquences démographiques à long terme, des conséquences économiques désastreuses, surtout dans une économie à productivité rigide comme l'économie soviétique, mais ça veut aussi dire qu'il y a un bouleversement dans les mentalités du peuple soviétique. Ça veut dire qu'on ne peut plus considérer, au fond, comme on le fait traditionnellement quand on essaye d'interpréter le modèle soviétique, on ne peut plus considérer les paysans soviétiques, les ouvriers soviétiques comme, disons le mot, des abrutis par le système, des abrutis structurels, pas pour des raisons congénitales. Ce sont des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui ne disent pas grand-chose parce qu'ils ont peur, bien sûr, et au fond, cette chose que même les dissidents soviétiques ne pouvaient pas faire, c'est-à-dire analyser les attitudes populaire en URSS. Amalric est en fait assez embêté dans son livre, et toujours, quand il s'efforce de présenter les évolutions mentales en URSS, parce qu'on ne sait pas. De même que moi, je me sens parfaitement incapable de dire quelles sont les évolutions mentales dans la classe ouvrière française actuelle. De même, un dissident soviétique, encore moins. Un dissident soviétique ne peut pas dire ce qui se passe en URSS. En plus, le cloisonnement social est beaucoup plus fort là-bas, puisque l'État essaye d'organiser ce cloisonnement social. Mais l'évolution démographique, et ça, les démographes et les dirigeants soviétiques ne le savaient pas, parce que la démographie est dans un état absolument lamentable en URSS, ces développements démographiques montrent qu'il se passe quelque chose en URSS et qu'on doit poser la question du changement culturel dans ce pays. Vous avez parlé de désordre à différents moments de cet entretien, désordre en Union soviétique, et en haut et en bas, mais moi je serais tenté de vous demander si le désordre règne chez vous, ou si au contraire tout ce que vous dites est parfaitement ordonné. Vous me parlez de mon livre ? Et de ce que vous pensez. Moi j'ai l'impression... Et de ce qui est dans votre tête. Oui, moi je sais pas, enfin j'ai l'impression d'être... Enfin, je ne sais pas en ce qui concerne ma vie personnelle, mais enfin, en ce qui concerne... Enfin, intellectuellement, j'ai l'impression d'être à peu près organisé. Cela dit, encore une fois, les gens jugeront mon livre sur pièce. S'il y a des erreurs logiques, on me le dira. Vous êtes marié ? J'ai une situation matrimoniale assez amusante. Il est indélicat d'en parler. Non, pas du tout. J'ai été marié, j'ai divorcé, je revis avec la même personne et nous apprêtons à avoir beaucoup d'enfants. Une belle histoire. Très amusant en tout cas. Merci Emmanuel Todd. Je rappelle le titre de ce livre, La chute finale, essai sur la décomposition de la sphère soviétique. C'est un livre important, c'est un livre assez inhabituel. Vous l'aimerez, vous poserez des questions, vous ne comprendrez pas, vous serez étonné. Mais c'est un livre qui mérite d'être lu, qui doit être lu. La chute finale qui paraît chez Robert Laffont.
Merci Emmanuel Todd.